c'est la première cause de mortalité non naturelle devant les accidents de la route. Pourtant, les États rechignent souvent à aborder ce problème. À Lille, nous irons à la rencontre de Pierre Thomas, psychiatre et coordinateur du groupe de travail sur la prévention du suicide. Voilà, c'est dans Vox Pop, c'est cette semaine et c'est parti. Créée en 1950 aux États-Unis par Ron Hubbard, un auteur de science-fiction, la scientologie revendique aujourd'hui 200 000 membres en Europe. En France, le Parlement la classe comme une secte. En Allemagne, le Bundestag comme une organisation politique extrémiste et autoritaire. Pourtant, d'autres la voient comme une religion. C'est une enquête de Corentin Chrétien-Drose. Quelque part, à l'ouest de la Suède. Mariette Lindstein et Dan Kuhn ont passé 25 et 30 ans en Californie, au siège mondial de la scientologie. Ils ont travaillé auprès du leader du mouvement, au département marketing. C'était plutôt comme si on travaillait dans une entreprise, pas dans une église. C'est un malentendu qui revient souvent. Les gens pensent que nous faisons des prières, des pratiques religieuses étranges. Mais on était plutôt un grand centre marketing. De là-bas, on gérait les églises partout dans le monde. Usés par un rythme de travail éreintant et une pression constante, Dan et Mariette ont fini par s'enfuir. Aujourd'hui, ils décrivent une organisation paranoïaque à l'ambition dévorante. Leur but ultime, c'est un jour de contrôler la société entière, de contrôler toute la planète. Ils veulent que le système judiciaire applique les politiques scientologues, que toutes les écoles soient scientologues et que la scientologie ait le contrôle total sur toute la planète et la population. Ça paraît un peu inquiétant. Oui, c'est inquiétant, mais c'est vrai. On en parlait tout le temps. C'était presque comme si on était tous sous l'effet d'une drogue. On va dominer le monde, on va le faire. On pensait vraiment qu'on allait le faire. It's the world's youngest major religion. A fusion of science and spirituality. Malgré une réputation sulfureuse et de multiples condamnations en justice, la scientologie continue de s'étendre partout dans le monde. En Europe, le mouvement vient d'ouvrir des églises géantes à Stuttgart ou Budapest et il ne compte pas s'arrêter là. Une stratégie d'expansion qui s'articule dans tous les secteurs, parfois avec le soutien des États. Comment la scientologie étend-elle son influence jusqu'au plus haut niveau de nos sociétés ? Sud de la Suède. Ici, comme en Espagne ou au Royaume-Uni, la scientologie ne s'est pas contentée d'ouvrir des églises. Dans les années 90, elle a aussi ouvert une clinique de traitement des toxicomanes. There is an answer to the nightmare of addiction. The Narconon Drug Rehabilitation Program. Narconon est l'un des fers de lance de la scientologie. Unique et annoncé comme révolutionnaire, son traitement est basé sur l'idée que la drogue peut rester dans le corps tout au long de la vie. These residues can be released back into the system, causing a person to re-experience the effects of drugs, even years after taking them. C'est vraiment de la foutaise. Ulf Bredstam est psychiatre, spécialiste des addictions. Lorsque Narconon a voulu ouvrir un deuxième centre en Suède, près de l'hôpital où il travaillait, il s'est penché sur leur méthode. Un mélange de sauna, de course à pied et de vitamines à haute dose. Inutile, voire dangereux selon lui. Si vous êtes vraiment un toxicomane, on peut imaginer que votre condition physique n'est pas très bonne. Et mettre votre corps à l'épreuve de plusieurs heures de sauna, puis juste après d'exercice physique, où il faut courir pendant des heures et des heures, c'est absolument dangereux, voire potentiellement mortel. Ces 25 dernières années, 9 toxicomanes ont perdu la vie dans des centres Narconon. Mais la responsabilité de l'organisme n'a jamais pu être prouvée. Malgré les multiples critiques, Narconon opère toujours. Et en Suède, les pouvoirs publics ne se contentent pas de tolérer ces méthodes, ils les financent. Stéphane est un ancien scientologue. À l'époque où il était actif,
Narconon était chaleureusement accueilli dans les mairies suédoises. Narconon fait son marketing. Il contacte les fonctionnaires municipaux dans les départements qui s'occupent des problèmes de drogue. Ce qui est un vrai fléau ici. Puis ils leur disent « Notre organisation peut régler votre problème ». Mais ils ne parlent pas de leur connexion avec la scientologie. D'après une enquête de la télévision suédoise, plus de la moitié des communes du pays ont signé des accords avec Narconon. Le tout payé avec l'argent du contribuable. Sur son blog, ce formateur de Narconon se vante même d'avoir donné des cours dans les bases de l'armée suédoise. Comme Narconon, la scientologie possède un grand nombre de vitrines. Groupes d'entreprises, associations humanitaires, lutte contre le crime, une stratégie globale. À la direction où l'on travaillait, il y avait une personne qui s'occupait spécifiquement de ces vitrines. On appelait ces groupes les feeders, au sens où ils servaient à nourrir les autres organisations avec de nouveaux membres, de nouveaux employés, etc. L'un de ces groupes s'appelle Applied Scholastics, une méthode scolaire inspirée de la scientologie. Elle est appliquée ici. Dans la banlieue sud de Stockholm, cette école primaire a été ouverte par des scientologues, là aussi financée par les contribuables. En Suède, la loi permet à n'importe qui d'ouvrir une école s'il s'engage à respecter le programme scolaire. Ce que je trouve le plus terrifiant, c'est que si vous allez sur le site internet de cette école, il ne dit pas qu'elle est scientologue, vous voyez ? Pas un mot. Ils diront juste que c'est basé sur les enseignements de Rønneberg. Donc en pratique, vous pourriez y mettre votre enfant sans savoir qu'on y enseigne la scientologie. Toute l'idée, au final, c'est de transformer ces élèves en scientologues. C'est vraiment ce qu'ils essaient de faire. Il y a 20 ans, la Suède a été le premier pays européen à reconnaître la scientologie comme une religion. Depuis, 6 autres pays l'ont suivi. La scientologie n'hésitant pas à remonter jusqu'aux plus hautes cours de justice pour se faire reconnaître. Et en Suède, les écoles ont le droit de pratiquer leur religion après les cours. À Stockholm, la mairie elle-même a orienté certains élèves vers des écoles maternelles tenues par des scientologues. À l'inspection scolaire de la ville, on ne voit pas le problème. La loi suédoise sur l'éducation autorise le fait d'avoir des pratiques religieuses dans les écoles maternelles. Et nous ne faisons pas de différence entre les religions. Donc, que vous soyez une école maternelle musulmane, chrétienne ou scientologue, vous avez le droit d'avoir des pratiques religieuses si elles n'interfèrent pas avec l'enseignement. Les écoles suédoises ne sont pas un cas isolé. En Irlande, des associations scientologues ont envoyé 40 000 manuels sur les droits de l'homme aux écoles du pays. En Italie, entre 2005 et 2008, la scientologie est parvenue à se faire accréditer par le ministère de l'Éducation en tant qu'organisme pour former les professeurs. En France, les scientologues ont ouvert 2 écoles à Paris et Vincennes avant d'être fermés par les autorités. Dans l'Hexagone, contrairement à la Suède, la scientologie est classée comme une secte par le Parlement. La justice y a condamné des membres du mouvement à 6 reprises pour fichage illicite, pratique illégale de la pharmacie ou homicide involontaire. Alors la scientologie utilise l'une de ses armes favorites, la politique. Été 2004. Ministre de l'économie, Nicolas Sarkozy reçoit Tom Cruise à Bercy. À l'époque, l'acteur américain joue les VRP de la scientologie. Emmanuel Fansten a enquêté sur le lobbying politique des scientologues. La rencontre avec Nicolas Sarkozy a été d'autant plus importante que Sarkozy lui-même a joué un rôle finalement dans la légitimation de la scientologie en France. Puisque jusqu'ici, les renseignements généraux avaient longtemps enquêté sur la scientologie. Il y avait des policiers très spécialisés. Mais à partir de 2002-2004, quand Nicolas Sarkozy arrive au ministère de l'Intérieur, il va demander aux renseignements généraux de lever le pied sur la scientologie. En clair, d'arrêter de travailler sur le mouvement. Cette stratégie d'influence a-t-elle été plus loin ? Des soupçons d'infiltration ont agité le milieu judiciaire en 2009, lors du premier procès de la scientologie.
L'association était accusée d'escroquerie en bande organisée. Le procureur a requis sa dissolution. Une première mondiale. À l'époque, Georges Fenech était président de l'organisme français anti-secte. Il s'est passé un événement rare, on peut dire unique, que personne n'avait vu. C'est que la peine de dissolution avait disparu de la loi française en matière d'escroquerie en bande organisée. À travers une simple loi de simplification du droit, on a supprimé la peine de dissolution. Donc au moment où le procureur requiert la peine, elle n'existe plus. La loi sera rétablie juste après le procès. Trop tard. La scientologie échappe à la dissolution. Les scientologues ont-ils pu changer la loi? À l'époque, le débat fait rage, d'autant que les soupçons d'entrisme ne sont pas nouveaux. Lors du procès, un des premiers procès à Paris, un tome et demi du dossier avait disparu du greffe du tribunal de Paris. Lorsqu'il y a eu une première commission d'enquête à l'Assemblée nationale, les dossiers qui étaient classés secrets s'étaient volatilisés. Il y a toujours eu des problèmes qui ont nourri une suspicion par rapport à des infiltrations possibles qui n'ont jamais pu être démontrées véritablement, en tout cas à ce niveau de l'État. La scientologie a toujours nié ces accusations, mais elle ne se cache pas de faire du lobbying. Bruxelles. C'est ici que se trouve le bureau des affaires publiques de la scientologie. Son vice-président l'affirme, la scientologie est une religion comme les autres et elle a parfaitement le droit d'exercer son influence sur les instances européennes. N'importe quel groupe, n'importe quelle église a des rencontres avec les autorités politiques. Chaque année, il y a le dîner des religions. Donc, j'ai aucun problème à avoir des communications avec des politiques. Si j'ai des choses à leur dire, je demande à être reçu, je demande à les voir, et je les vois ou je les vois pas. Ça se passe ici au Parlement européen, ça se passe en France, ça se passe partout. Et je pense que le vrai problème, ce serait si c'était pas possible. La communication est bien rodée. Dominer la planète? Selon lui, ce n'est pas l'objectif des multiples organisations mises en place par la scientologie. Alors, il ne s'agit pas de recruter, vous savez, j'aurais aucun intérêt à vous cacher qu'on fait du recrutement par ce biais-là. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est jamais caché, nous, d'être prosélytes, de faire connaître la scientologie. Par contre, non, personne, ou pratiquement personne, n'arrive en scientologie parce qu'il a été sur des stands de prévention antidrogue, ou parce qu'il a fait Narconon, ou pas. Ça n'a rien à voir. La scientologie n'est pas une religion dans laquelle on se retire du monde. Ce n'est pas une religion dans laquelle on dit « Ah, nous, on s'occupe que de choses spirituelles et le reste du monde va très mal et ça ne nous intéresse pas. » Pas du tout. Donc, à partir du moment où on croit qu'on peut avoir une influence positive, oui, on va le faire. Et on va le faire fortement. Et en vérité, rien ne va nous arrêter. Mais pas dans un objectif de domination, dans un objectif d'aide. Et cette aide n'est pas prête de se tarir. Une nouvelle église de scientologie devrait bientôt ouvrir ses portes en France. Via une société écran, le mouvement vient de faire l'acquisition de l'ancien siège de Samsung, à 2 pas du Stade de France, pour 33 millions d'euros. Vous l'avez vu, les scientologues sont présents dans de nombreux secteurs de nos sociétés européennes. En 2014, alarmé par cet essor ainsi que celle d'autres organisations, le député Rudi Sall a tenté de créer un observatoire des sectes devant le Conseil de l'Europe. Mais là encore, le projet a été littéralement vidé de sa substance, au motif qu'il aurait été discriminatoire. Et maintenant, notre second débat. Peut-on prévenir les suicides ? En Europe, 56 000 personnes se donnent la mort chaque année. Et en France, 1 personne sur 5 y a déjà pensé au cours de sa vie. Pierre Thomas est psychiatre. Avec son équipe, il a mis en place une structure unique en Europe qui permet aux victimes d'éviter la récidive. Nous l'avons rencontré. Bonjour, docteur Thomas. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir ici. Donc, nous sommes au CHU de Lille. Et vous hébergez donc un dispositif qui s'appelle Vigilance. Absolument. Alors c'est un dispositif tout à fait original qui consiste à recontacter et créer du lien, maintenir du lien avec des gens qui ont fait une tentative de suicide de façon à éviter toute récidive de suicide. Et quelle est la typologie du coup de public que vous recevez et que vous suivez dans le cadre de ce dispositif? Alors c'est un public extrêmement varié, c'est tous les âges. Il faut savoir qu'en France, c'est à peu près 200 000 personnes qui font une tentative de suicide. Par an.
Ouais. 200 000 personnes par an qui font une tentative de suicide. Alors, vous avez donc un centre de recontact ici, c'est bien ça? Absolument, depuis 2015. Eh bien, alors, on y va? Je vous suis? On y va. Allez. Et la première fois, en mars l'année dernière, quand elle s'était mise en danger, c'était aussi avec des médicaments? Pour se soulager, comme vous, alors. Se faire saigner pour se soulager. Il y a déjà eu un geste suicidaire? Deux gestes suicidaires, d'accord. Bonjour, Nora, enchantée. Alors, expliquez-moi un petit peu comment ça marche. Vous avez là des gens à appeler, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on a dans la base de données aujourd'hui à peu près 13 500 personnes. D'accord. Qui sont passées depuis 2015, depuis l'ouverture au sein des urgences. C'est ça. D'accord. Donc, on les rappelle entre 10 jours et 21 jours après leur sortie de l'hôpital. Et également 6 mois pour faire un petit peu le point à distance. L'autre mission de vigilance, du coup, c'est de laisser les patients venir vers nous lorsqu'ils ont des idées noires ou des idées suicidaires. Pourquoi c'est si important de garder le contact? Parce que quand on est dans une situation de crise suicidaire, on se sent bien souvent extrêmement seul et isolé. Et les personnes, bien souvent, n'osent pas en parler à leurs proches, de peur de les inquiéter, notamment. Et nous, notre rôle, c'est justement de dire, voilà, on est là. On est là également auprès des proches, avec qui on est beaucoup en relation. En général, c'est eux qui trouvent le plus souvent le patient. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment eux y vont dans tout ça et d'essayer de les accompagner aussi potentiellement. Tout le monde dans cette crise-là. Et est-ce que ça fonctionne? Alors les chiffres, je ne les ai pas en tête, non, mais on observe une diminution significative dans certains secteurs, en tout cas des passages à l'acte, quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, oui. Merci beaucoup. Et de rien. Bon courage. Merci. Alors nous, on continue parce que, vous allez le voir, la prise en charge est loin d'être homogène sur tout le continent. C'est la controverse de Franck Berthaud. Ce pêcheur serbe n'attrape pas que des poissons. Parfois, il sauve des hommes et des femmes qui se jettent depuis ce pont. Je suis resté en contact avec une fille qui avait 18 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a un enfant. Elle a trouvé sa voie vers une vie plus heureuse. Cette voie, tous ne la trouvent pas. En Europe, en 2015, les suicides représentaient 1% des décès. Environ 10 000 en Allemagne, 9 000 en France ou encore 4 000 en Italie. Comment empêcher les Européens de se donner la mort? Lutter contre le suicide, est-ce le rôle des États? Évidemment, assurent les citoyens qui s'en remettent le plus aux États. Leur mission, c'est de nous protéger, y compris contre nous-mêmes. Le Royaume-Uni mise notamment sur les barricades anti-suicide pour nous empêcher de sauter. Sur le pont de Clifton à Bristol, ce genre d'installation a permis de diviser par 2 le nombre de morts volontaires à cet endroit. D'autres citoyens sont plus sceptiques. Les États ne peuvent pas secourir tout le monde. Ce ne sont pas des super-héros. Regardez en Lituanie. On a le taux de suicide le plus élevé du continent. C'est presque 3 fois plus que la moyenne européenne. Et on peut vous dire que les causes de ces idées noires sont multiples. Il y a la crise et ses conséquences, bien sûr, mais aussi les problèmes familiaux, les dépressions, les troubles mentaux. Et ça, les États n'y peuvent rien. Vous plaisantez, rétorquent les partisans d'États forts. Les troubles mentaux relèvent de la santé publique. C'est aux États d'agir. En Finlande, les dépenses dans le secteur des maladies mentales ont été multipliées par 3 ces dernières années. Résultat, le taux de suicide a baissé de 50% depuis 1990. Il n'empêche, c'est aussi à nous de nous responsabiliser, insistent les citoyens les plus indépendants. Il suffit parfois d'un mot, d'une attention pour sauver des vies. La preuve en Irlande, avec les Taxi Watch, des chauffeurs de taxi solidaires qui ont décidé d'ouvrir l'œil pendant leur service. Depuis 2014, ils sont intervenus dans près de 200 tentatives de suicide. Le suicide a beau avoir mauvaise réputation, il reste un choix. Mais certains refusent de le diaboliser, comme l'écrivain français Guy de Maupassant qui disait
Le suicide, mais c'est la force de ceux qui n'en ont plus. C'est l'espoir de ceux qui ne croient plus. C'est le sublime courage des vaincus. On se suicide plus à l'Est, Lituanie, Slovénie, Hongrie, Estonie. Pourquoi certains pays se suicident-ils plus que d'autres? Il y a des populations qu'on retrouve dans la bande finnoise, lituanienne et hongroise, pour lesquelles il y a des facteurs génétiques qui interviennent avec un risque qui est multiplié par 3 par rapport à d'autres pays voisins, comme en Roumanie. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y aurait un gène du suicide? Alors absolument pas, c'est pas un gène du suicide. Mais ce sont des aspects génétiques qui vont s'exprimer à travers des comportements qui peuvent être au détriment du sujet, comme par exemple l'impulsivité. Ça peut être très bien parfois d'être impulsif quand on a besoin de réagir à l'adversité, mais l'impulsivité peut être aussi un facteur qui amène à rencontrer plus facilement l'alcool ou à passer à l'acte suicidaire plus facilement si on est dans un état de souffrance psychique. Alors on voit la disparité aussi de la prise en charge via des politiques publiques. Pourquoi certains pays sont-ils plus en avance que d'autres? Alors, c'est vrai que l'analyse européenne est intéressante. En Angleterre, par exemple, en septembre 2018, a été créé un secrétariat d'État à la santé mentale, aux différences et aux risques suicidaires. Donc là, ça affiche vraiment une volonté politique. Et on voit qu'en Angleterre, les taux de suicide sont parmi les plus bas d'Europe et restent les plus bas d'Europe depuis très longtemps, parce que c'est une préoccupation qui existe et qui est ancrée aussi dans la culture. Alors on voit qu'il y a les politiques publiques, mais il y a aussi en fait la dimension individuelle. Il y a cet exemple des taxi drivers, des chauffeurs de taxi qu'on vient de découvrir dans la controverse. Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres types d'initiatives de ce genre. Oui, et c'est un petit peu toujours le même genre d'initiative. C'est-à-dire, qu'est-ce que font les taxi watch, qu'est-ce que font les Samaritains? C'est créer du lien, envoyer un message, c'est vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Et les propositions vont toutes dans le même sens. Et alors, les Samaritains, en quoi ça consiste? Alors, c'est une très vieille association qui existe dans le monde anglo-saxon et qui offre un service de lien, alors par téléphone, par permanence, par même des guetteurs qui peuvent rôder dans les endroits où on peut se suicider beaucoup, comme au bord des falaises, etc. Et qui propose aussi parfois d'intervenir lorsque la personne est en crise suicidaire. Ces petits riens en fait, qui font qu'on recrée ce lien, c'est aussi ce que vous proposez ici via le dispositif Vigilance. Je crois savoir que vous avez un service de carte postale. Oui, absolument. Allez. Allons-y. Hop. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour Nora. Merci de nous recevoir. Clémentine, c'est vous qui gérez les cartes postales. Oui, bien sûr. Donc quand le centre de recontact n'arrive pas à joindre un patient, vous avez la mission délicate d'envoyer une carte postale. Voilà, qui sont programmées après un appel qui n'a pas abouti. D'accord. Voilà. Cette petite carte, en espérant que les choses continuent d'aller mieux, nous sommes là pour toi, voici nos coordonnées. Ah, parce que l'objectif de cette carte postale, c'est de leur dire, si besoin, vous pouvez nous joindre. Que nous sommes là pour vous, qu'ils ne sont pas seuls, qui peuvent compter sur nous. D'accord, que vous êtes encore, quoi qu'il arrive, à leur disposition. Voilà. Et que ce dispositif de suivi n'est jamais terminé. Oui. D'accord. Et ils rappellent derrière? Il y en a qui rappellent quand ils reçoivent des cartes postales, il y en a qui nous envoient des réponses. C'est mieux quand on reçoit une carte postale que des factures à sa boîte aux lettres. Alors, on va continuer notre petit tour d'Europe parce que le suicide est encore un lourd tabou dans de nombreux pays d'Europe. Direction l'Espagne et la Grèce avec nos correspondants. L'Espagne affiche l'un des taux de suicide les plus bas d'Europe, mais la réalité est bien plus morbide. Officiellement, seulement 3600 morts sont dénombrés chaque année. Mais en compilant les données de 34 instituts de médecine légale, l'association de prévention sur le suicide a compté au moins 1000 victimes supplémentaires. Certains chercheurs, encore moins optimistes, parlent même de 6000 morts par an. Un phénomène qui a progressé de 10% en 10 ans, proliférant dans le silence et le tabou qui l'entoure. Des organisations de personnes touchées de près par le suicide militent pourtant pour une plus ample médiatisation, ainsi que pour la mise en place d'un plan national de prévention, seule manière de faire diminuer le nombre de morts. En Espagne, le suicide demeure la première cause non naturelle de décès depuis 12 ans. Petite révolution dans la très orthodoxe Grèce où 98% de la population se considère comme croyante. Depuis juillet 2017, les personnes qui se suicident ne sont plus automatiquement excommuniées.
Les victimes peuvent désormais être enterrées religieusement, mais à une condition. Leur médecin doit attester que leur santé mentale ou psychologique était déficiente au moment du passage à l'acte. Jusqu'alors, de nombreuses familles et médecins falsifiaient les causes de décès pour éviter le scandale. Ce qui avait pour conséquence de sous-estimer le phénomène. Avec officiellement 600 morts par an et 5 décès pour 100 000 habitants, le pays affiche l'un des taux les plus bas d'Europe. Mais le petit pas de l'Église orthodoxe est révélateur d'un changement de mentalité. Alors, professeur, pourquoi ce tabou, ce stigmate du suicide perdure à ce point ? C'est une très vieille histoire, hein, l'interdit du suicide déjà porté dans les religions. Et puis, le suicide a un impact considérable sur l'entourage et on préfère vraiment se fermer les yeux autour de ce qui s'est passé. On a aussi eu beaucoup de difficultés dans le champ médical ou dans le champ des professions d'aide à aborder la question du suicide, avec l'idée préconçue, encore une fois, qu'il vaut mieux pas en parler au risque de déclencher quelque chose de suicidaire chez quelqu'un qu'on perd de pas bien. Médecins. Et bien sûr. Alors, on parle finalement assez peu aussi des familles. Est-ce qu'elles sont aussi prises en charge ? Alors là, il y a tout un domaine qui se développe aussi, hein, ce qu'on appelle de la postvention, c'est-à-dire d'éviter que après un décès par suicide, malheureusement, il y ait un phénomène qu'on appelle un phénomène de contagion. Parce que de proche en proche, les personnes les plus vulnérables qui vont être impactées, voire parfois endeuillées par le suicide. 7 personnes sont endeuillées et 20 personnes sont impactées. Voilà. Il peut y avoir un phénomène d'identification qui peut amener la personne à dire finalement, moi aussi. Pour éradiquer, peut-être, rêvons un peu, pour éradiquer le suicide, qu'est-ce qu'il faut ? Je crois qu'avant tout, il y a une problématique de clarté, de lisibilité des soins. Vous avez un problème cardiologique, vous avez un problème neurologique, vous savez vous adresser. Quand il s'agit de troubles psychiatriques, c'est pas très clair. Mais il faut quand même savoir que avec l'utilisation des antidépresseurs depuis la fin des années 80, on voit une diminution très progressive des suicides, mais une diminution quand même, donc c'est plutôt encourageant. Bon, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Face au suicide, peut-être devrions-nous dépasser la honte, le tabou, et mettre en place une véritable politique publique de prise en charge. Peut-être devrions-nous également faire preuve de bienveillance. Un premier pas indispensable si nous voulons tous, collectivement, réduire le nombre de ces drames. Voilà, je vous laisse méditer car Vox Pop c'est terminé pour aujourd'hui, mais bien entendu, vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur arte.tv. Très belle semaine à tous, tchuss.